Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons essayer de faire un peu de maths autour de la propagation du coronavirus. Alors dans un premier temps, on va essayer de faire quelques petites prévisions, enfin vous allez essayer de faire quelques prévisions, et ensuite on discutera de ces prévisions, savoir qu'est-ce qu'on peut en penser. Commençons déjà par regarder les données qu'on a en France, à savoir le nombre de cas qui ont été recensés. Et au moment où j'enregistre, j'ai les données jusqu'au 16 mars. Première chose qu'on a peut-être envie de faire éventuellement, c'est de mettre tout ça sous forme de graphique et faire des prévisions sur les jours à venir reviendrait à regarder cette courbe et à se demander comment elle va se comporter dans l'avenir. Donc là, on a très envie de dire que notre courbe, elle va faire quelque chose comme ça. Voilà, on a envie de la prolonger à peu près comme ça. Mais on reviendra sur ce graphique un tout petit peu plus tard. Si je veux exploiter juste les données brutes, ce que je peux regarder, par exemple, c'est chaque jour, par exemple au 2 mars, combien il y a eu de nouveaux cas. Puisque là, on a le nombre de cas total recensé, et le nombre de nouveaux cas s'obtient en prenant le nombre de cas du jour et en enlevant ceux du jour d'avant. Donc, le 2 mars, il y a eu 61 nouvelles personnes qui ont été recensées comme atteintes du virus. Si je fais ça pour chaque jour, j'obtiens ceci. C'est-à-dire que j'ai créé une nouvelle colonne qui sont le nombre de nouveaux cas. En fait, ce nombre de nouveaux cas, c'est un indicateur de la vitesse de propagation du virus. Si on était en train de parler d'une fonction, on pourrait parler de dérivée ici. Tant que le nombre de nouveaux cas est positif, le nombre de cas total va augmenter. Et même là, c'est encore pire puisque en plus d'être positif, il augmente ce nombre de nouveaux cas. Ça veut dire que le nombre de cas total non seulement augmente, mais augmente en accélérant. Alors, on va pas utiliser cette colonne pour essayer de prévoir ce qui va se passer dans les prochains jours, on va essayer de faire autrement. Ce qu'on va faire plutôt, c'est chercher pour chaque jour, entre le 1er et le 2e mars, pas combien il y a eu de cas en plus, mais par combien ont été multipliés ces cas. Donc pour ça, on va faire le nombre de cas du 2 mars divisé par le nombre de cas du 1er mars, et on trouve approximativement 1,47. C'est-à-dire que le nombre de nouveaux cas a été multiplié par 1,47. Alors si on fait ça et qu'on continue en faisant tout le tableau, on trouve. Alors jusque-là, ça semble toujours un peu chaotique et on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir faire une prévision, mais si on continue un petit peu, on voit qu'au bout d'un moment, ça se stabilise un peu autour d'une valeur, autour de 1,25 à peu près. On voit émerger une constante. Et là, du coup, on est content puisque ça va nous permettre de faire des prévisions. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de prendre les 6 valeurs des derniers jours. J'ai fait la moyenne, ça fait à peu près 1,25. Donc on va se dire maintenant que chaque jour, le nombre de cas est multiplié par 1,25. Voilà l'exercice que je vous propose. Donc en considérant qu'on va garder ce taux d'augmentation journalier de 1,25, calculez le nombre de cas, voire demain, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 30 jours. Et dernière question, si la France compte environ 67 millions d'habitants, selon ce modèle, à quelle date l'ensemble des Français sera atteint du virus ? Je vous laisse mettre pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Allez, c'est parti pour la correction. Alors déjà, ceux d'entre vous qui sont en première ou en terminale auront reconnu, normalement, une suite géométrique, avec une raison qui est toute trouvée, de 1,25. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les notations qu'on utilise tout le temps pour les suites. Donc on va noter UN, le nombre de cas recensés, donc N jours après le 16 mars, puisque dans nos données, on commence au 16 mars. Et du coup, on va appeler U0, notre dernière donnée qu'on a dans le tableau là, donc 6633 cas, donc qui correspond au nombre de cas du 16 mars. Donc on va chercher U1, donc le nombre de cas dans un jour, puis à la question 2, on cherchera U2, puis U3, puis U30 dans 30 jours, et enfin la dernière question, la question c'est U combien pour dépasser les 67 millions.
Comme je vous vois tous ceux qui n'ont pas du tout mis pause pour faire l'exercice, maintenant que vous avez les notations, je vous laisse une seconde chance de mettre pause et de faire par vous-même. Et cette fois c'est parti pour la correction. Donc, pour calculer U1, on prend le nombre de cas du 16 mars et on le multiplie par le 1,25 et on trouve environ 8291 cas qu'on peut estimer pour le 17 mars. Pour U2, ça veut dire qu'on va prendre ce 8291, il va être de nouveau multiplié par 1,25. On a aussi l'habitude de dire que c'est comme si on avait pris le nombre de cas de départ et qu'il avait été multiplié par 1,25, puis encore multiplié par 1,25. Autrement dit, multiplié par 1,25 au carré. Cette fois-ci, on trouve environ 10 364 cas. Pour dans 3 jours, on repart de notre nombre de départ. Cette fois-ci, on le multiplie par 1,25 puissance 3. On trouve environ 12 955. Pour dans 30 jours, cette fois-ci, ça va être le même calcul, mais puissance 30. Et on trouve environ 5 358 000 cas. 94. Pas trop d'importance ici, le 94. Et enfin, pour répondre à la dernière question, donc il faut cette fois poser notre suite, donc le nombre de cas UN, puisque cette fois, on va chercher le nombre N. Donc on sait que il est défini par notre calcul qu'on a fait 6633 fois 1,25 puissance N, et on veut chercher quand est-ce que ça, c'est plus grand que 67 millions. Alors cette équation se résout à l'aide de la fonction ln. Pour ceux de mes élèves qui vont regarder cette vidéo, on n'a pas encore vu cette fonction, donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre la calculatrice, rentrer cette suite comme une fonction dans la calculatrice, puis aller voir la table. On retrouve les valeurs qu'on a calculées pour dans 1 jour, dans 2 jours, dans 3 jours, et ce qu'on va faire, on va aller chercher plus loin pour voir quand est-ce que ça dépasse 67 millions. Et on trouve ici qu'au bout de 41 jours, on est à 62 millions, et au bout de 42 jours, à 78 millions environ. Donc on trouve U41 environ égal à 62 millions, et U42 environ égal à 78 millions. Donc c'est-à-dire que 42 jours après notre point de départ, qui est le 16 mars, on aura dépassé les 67 millions la population de la France. Soit, si je me suis pas trompé, U42 correspondrait au 27 avril. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ces résultats dans un premier temps ? Donc on a considéré que le taux d'augmentation journalier allait rester de 1,25, ce qui est pas une très bonne hypothèse, puisque pas mal de mesures ont été prises assez drastiques justement pour que ce taux baisse. Ceci dit, dans les quelques jours qui vont suivre, on peut considérer que notre approximation sera plutôt pas mal. À mon avis, ces 3 chiffres-là, à attendre de voir ce qu'on aura comme chiffres, seront plutôt proches de la réalité. Dans 30 jours, normalement, si tout va bien, le taux d'augmentation aura baissé et on n'atteindra pas ces 5 millions de personnes. 5 millions de personnes, ce serait assez dramatique puisque même si le taux de mortalité de cette maladie est assez faible, ça ferait quand même pas mal de morts. Revenons au graphique dont je parlais tout à l'heure, où ici j'ai représenté l'évolution des cas entre le premier, qui correspond au 1 du graphique, et le 16 mars. La première chose qu'on peut faire, c'est placer les points qui correspondent à notre prévision. On voit que très vite, on sort du graphique, on va être obligé de changer d'échelle. Comme je l'ai dit plus tôt, ici on a affaire à une suite géométrique, dont la croissance est exponentielle. Et la particularité d'une fonction exponentielle, c'est que très vite, on est obligé de changer d'échelle pour l'observer.
Comme je le disais un petit peu plus tôt, on a affaire ici à une suite géométrique, dont la croissance est exponentielle. La particularité d'une fonction exponentielle, c'est en gros que quelle que soit l'échelle où on la regarde, on a l'impression que cette courbe elle a toujours la même tête. Quelle que soit l'échelle, croissance vraiment extrêmement rapide et extrêmement accélérée. On connaît d'autres fonctions qui ont une croissance accélérée, par exemple la fonction carré, ici, dont la représentation est une parabole, est une croissance qui va de plus en plus vite. Mais, contrairement à la fonction exponentielle, si par exemple je vais aller voir un petit peu plus loin là jusqu'au 31 mars, on voit que la fonction exponentielle elle sort, je vais devoir à nouveau changer d'échelle, et contrairement à la parabole qui, là j'ai écrasé mon graphique verticalement, la parabole se retrouve beaucoup plus plate, alors que la fonction exponentielle, elle met un peu plus de temps, mais on remarque que sa croissance a la même forme que celle qu'on avait tout à l'heure. Alors pour revenir à la croissance de la maladie, j'ai comparé aussi avec les chiffres que j'ai trouvés pour l'Italie. Pour que ce soit plus clair, j'ai rajouté des barres et je mets l'Italie en bleu. L'Italie pour lequel le 1 de mon graphique correspond au 23 février, puisqu'ils ont été touchés plus tôt par la maladie. Alors on voit que l'Italie ça suit la même courbe exponentielle de propagation, mais elle est peut-être un petit peu en dessous de nos prévisions là. Puisque pour information, l'Italie a fermé ses écoles le 5 mars, ce qui correspond au 12 sur notre graphique, et donc peut-être que ça a eu le temps d'avoir un effet sur la propagation du virus. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans un mois? Tout à l'heure, on avait calculé le nombre de personnes atteintes dans un mois. Donc là, si on part du 16 mars, sur mon graphique, on avait calculé 30 jours plus tard, ça ferait jusqu'à 46. Donc 46, une fois encore, on est obligé de changer d'échelle. Et on voit que d'après notre prévision, on atteindrait un chiffre de 5 millions à peu près de personnes atteintes. Évidemment, ça c'est en suivant l'hypothèse qu'on garderait ce taux de 1,25. Avec toutes les mesures qui ont été prises, le but c'est que ce taux il reste pas à 1,25. Alors je vais juste le faire baisser un petit peu, et par exemple le faire baisser à 1,15, en imaginant que les mesures qui ont été prises de confinement et de fermeture des commerces fassent passer ce taux à 1,15, on obtient au bout d'un mois plus que 500 000 personnes au lieu de 5 millions. Voilà plus précisément par le calcul, au bout de 30 jours, avec ces deux taux, la différence qu'on peut obtenir. Donc dans nos prévisions, on a pris ce nombre de 1,25 qui correspond au taux d'augmentation si jamais aucune mesure n'est prise. Mais concrètement, comment on le fait baisser? Alors, le taux de propagation, il dépend de choses sur lesquelles on ne peut pas agir, comme par exemple le temps pendant lequel on est contagieux, ou encore le fait que ce virus se transmet très bien par l'air. Les facteurs sur lesquels nous, on peut agir en tant que population, le premier, c'est le nombre de personnes qui rentrent en contact chaque jour, puisque chaque contact c'est potentiellement une personne malade et une personne saine, donc une infection qui peut se produire. Et le deuxième facteur, c'est quand il y a un contact, la probabilité que ce contact engendre vraiment une transmission. Donc pour faire baisser ce taux, il va falloir limiter ces deux paramètres. Le premier, pour limiter le nombre de contacts, c'est très simple, il faut rester chez nous. De toute façon, on n'a pas trop le choix avec toutes les mesures qui ont été prises. Et le deuxième, c'est quand on sort, respecter les consignes comme mettre un masque, prendre du gel, même si pour l'instant on n'en trouve pas beaucoup, et rester à 1 mètre des personnes. Et enfin pour terminer, une dernière courbe qui serait l'évolution probable du nombre de cas si jamais rien n'était fait. En fait, le modèle de croissance exponentielle que l'on vient de voir, il convient très bien pour le début de la maladie, mais il peut pas continuer éternellement. Et là, même si on fait rien, il va s'en éloigner, atteindre un pic et puis redescendre. Ne serait-ce que parce qu'au bout d'un moment, les gens qui sont malades depuis un certain temps sont guéris. Donc ils ne sont plus ajoutés au cas de gens malades. Les mesures qui ont été prises ont pour but de rendre cette courbe plutôt comme ça. Donc on a toujours une croissance exponentielle au début, mais moins forte, et puis un pic qui est moins fort. Il a deux buts, déjà réduire le nombre de cas maximal qui peut être atteint, et puis lisser dans le temps le nombre de cas pour que tout le monde ne soit pas malade en même temps et ne pas surcharger les services hospitaliers. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.